Elle marche toujours seule, tard dans la nuit, enveloppée d'un pagne rouge sang. Tous ceux qui l'ont regardée dans les yeux ont fini fous, ou enterrés dans un silence étrange. Mais qui était-elle, avant la malédiction? Dans un petit quartier de Bafoussam, entre les collines boisées et les maisons empilées sur des pentes humides, on chuchotait souvent à son sujet. Les enfants avaient un pour consigne stricte de ne pas sortir après 21 heures. Les adultes, eux, baissaient la voix dès qu'ils parlaient d'elle, la veuve au pagne rouge. Personne ne connaissait son vrai nom. On disait simplement « la veuve ». Certains racontaient qu'elle avait perdu son mari dans un accident tragique, d'autres qu'elle l'avait elle-même tué. Une chose était certaine, elle n'était plus comme les autres. Son visage pâle comme la cendre, ses yeux noirs comme deux puits sans fond, et ce pagne rouge sang qu'elle portait toujours, même sous la pluie battante, même en pleine chaleur. Un rouge si vif, si tranchant, qu'il semblait absorber la lumière autour d'elle. On disait que ceux qui croisaient son regard étaient marqués. Un étudiant, il y a 2 ans, avait raconté à ses amis l'avoir vue près du carrefour du marché central à 2 heures du matin. Le lendemain, il s'était enfermé dans sa chambre et n'avait plus jamais parlé. Juste des murmures incompréhensibles. Ses parents l'avaient emmené à Douala, chez des psychiatres, des marabouts, des prêtres. Rien. Il restait assis, les yeux dans le vide, murmurant des choses comme « Elle est dans le miroir » ou « Le pagne saigne encore ». Mais personne n'avait jamais raconté qui elle était, avant. Ce n'est que récemment qu'un vieux gardien de nuit, M. Kwamo, se confia à un jeune journaliste nommé Yann. Ce dernier préparait un documentaire sur les légendes urbaines du Cameroun. Et contre toute attente, Kwamo avait accepté de parler. Il disait avoir connu la veuve. Elle ne s'appelait pas comme ça avant, hein. Elle s'appelait Mado, Madeleine, une belle femme, forte, courageuse. C'était la femme d'un grand guérisseur, Chumba. Un homme respecté, craint aussi. Il savait des choses que personne ne devait savoir. Et c'est là que tout a commencé. Yann, intrigué, avait enregistré toute l'histoire. Elle remontait à presque 20 ans. Mado et Chumba vivaient dans une maison à la lisière de la forêt. On disait que Chumba parlait aux esprits des anciens, qu'il faisait des sacrifices nocturnes, qu'il guérissait les maladies impossibles. Il avait un talent particulier. Il pouvait rappeler l'âme d'un défunt pour un bref instant. Mais ce don avait un prix. Une nuit, un homme riche du quartier était venu supplier Chumba de faire revenir sa fille morte dans un accident de moto. Chumba avait refusé, expliquant que le lien entre le monde des morts et celui des vivants n'était pas un jeu. Mais l'homme avait insisté, promis monts et merveilles. Chumba céda. Le rituel eut lieu à minuit, au fond de la forêt. Mado était là. Elle tenait une lampe tempête, les mains tremblantes. Chumba dessinait des cercles avec du sang de chèvre. L'air était glacé. Quand il entama les incantations, le silence se fit total. Même les grillons s'étaient tus. Puis quelque chose se leva dans la brume. Quelque chose qui ressemblait vaguement à une enfant. Mais ses yeux, ils n'étaient pas humains. Le riche homme se mit à pleurer, pensant que c'était bien sa fille. Il tendit les bras, mais la silhouette le griffa violemment avant de disparaître en poussant un cri strident. 1 semaine plus tard, on retrouva le corps de l'homme pendu à un manguier, les yeux ouverts, la langue noire. Chumba tomba malade après cela. Il disait que la porte est restée entr'ouverte. Il parlait de voix la nuit, il ne dormait plus. Mado essayait de le raisonner, de le soigner. En vain. Un matin, elle le retrouva mort, le visage figé dans une expression de terreur absolue. Sa bouche était encore grande ouverte. Et dans sa main, un bout de pagne rouge, qu'il n'avait jamais possédé. Personne ne comprit. Lors des funérailles, Mado ne pleura pas. Elle restait droite, figée, le regard vide. Ce fut ce jour-là qu'elle porta, pour la première fois, le pagne rouge. Les nuits suivantes, des choses étranges commencèrent à se produire. Le voisinage entendait des pleurs venant de sa maison. Des pleurs d'hommes, pas de femmes.
Puis un jour, un enfant disparut. Il jouait près de la haie derrière chez elle, à la tombée du soir. On ne retrouva que son petit bracelet. Puis un second enfant. Puis un chien. Puis un autre homme. Mado ne sortait plus jamais en journée. Mais la nuit, elle marchait, seule, en silence. Le pagne rouge flottait derrière elle comme une brume de sang. Elle ne disait rien, ne frappait à aucune porte. Mais tous ceux qui croisaient son regard voyaient quelque chose. Certains voyaient des visages familiers derrière elle, d'autres entendaient une voix leur dire « Tu viens avec moi ?» La terreur s'installait, rampante. Un jour, un groupe de jeunes décida de filmer la veuve pour TikTok, pour la gloire. Ils s'étaient cachés dans un taxi stationné près de la route qu'elle empruntait tous les mardis. Ils la virent arriver, silhouette longue, lente, pagne rouge éclatant. Un des jeunes, un certain Chris, osa braquer la lumière de son téléphone sur elle. La caméra explosa, littéralement. Et l'écran afficha une dernière image, le visage de Mado, la bouche cousue de fil noir. Chris fut retrouvé 3 jours plus tard, errant nu dans les rues, couvert de griffures. Les autres, jamais retrouvés. Le quartier tout entier voulut faire quelque chose. Des prêtres furent appelés, des exorcistes, des marabouts. Mais aucun n'osa franchir la clôture de sa cour. Un jour, un d'eux, trop sûr de lui, s'en approcha. Il n'eut même pas le temps de prier. Ses yeux se retournèrent dans sa tête, et il se mit à rire, puis à pleurer, puis à chanter comme un enfant. Il mourut 2 semaines plus tard, sans jamais avoir repris ses esprits. Et puis, il y avait cette rumeur, que Mado n'était plus tout à fait vivante, que son pagne était fait avec le sang de son mari, que ceux qu'elle croisait devenaient ses offrandes. Car en vérité, depuis la mort de Chumba, son esprit ne la quittait plus. Il la suivait, il l'habitait, il la possédait. Un soir, une femme du quartier, Jeanne, osa lui parler. Elle était mère de 2 enfants, exaspérée par la peur qui régnait. Elle dit à Mado, « Tu fais peur aux enfants, tu fais peur à tout le monde. Pourquoi tu fais ça ?» La veuve s'arrêta, la fixa de ses yeux sans fond, et lui répondit, d'une voix si lente et brisée qu'elle semblait venir d'outre-tombe, « Je n'ai jamais voulu, mais il m'a laissé là, avec eux. » Le lendemain, Jeanne n'avait plus de voix, littéralement. Aucun cri, aucun soupir, aucun gémissement. Elle pouvait bouger, sourire, écrire. Mais pas un seul son ne sortait de sa gorge. Comme si quelque chose s'était emparé de ses cordes vocales dans la nuit pour les nouer, les étrangler, les effacer. Les médecins n'y comprenaient rien. Les marabouts non plus. Elle était vivante, mais enfermée dans un silence éternel. Et parfois, lorsqu'elle restait seule trop longtemps, ses proches disaient qu'on entendait des rires étouffés dans sa chambre. Des rires qui ne venaient pas d'elle. Ce fut l'un des derniers signes avant la disparition brutale de Yann, le journaliste. Il avait consacré plusieurs semaines à son enquête, parcouru des kilomètres pour collecter des témoignages, enregistrer des sons nocturnes, interviewer des anciens du quartier, pris des centaines de photos. Il disait à ses proches qu'il approchait d'une révélation capitale. Il avait même confié à un ami que la veuve n'était pas seulement un esprit, mais un point de passage. Une sorte de relais entre 2 mondes. Que ce qu'elle transportait dans son pagne n'était pas symbolique, mais bien réel. Puis, du jour au lendemain, Yann disparut. Pas un mot, pas un message, pas un cri. On retrouva sa voiture garée au bord d'un chemin en terre battue, près d'un vieux puits oublié. Dans le coffre, ses carnets de notes, ouverts à la dernière page. On pouvait y lire, tremblant, écrit à l'encre noire et hâtive, « Elle marche encore, et ce qu'il y a sous son pagne n'est pas de ce monde. » Sa caméra, elle, fut retrouvée au fond du puits. L'eau qui s'y trouvait était noire, comme pourrie, et exhalait une odeur d'encens brûlé et de sang rance. L'un des pompiers qui descendit pour la récupérer ne parla plus jamais. À son retour, il chuchotait en boucle. « Je l'ai vue.
Elle était là, mais elle n'était pas seule. Ils étaient tous là, dans l'eau, en dessous. Depuis ce jour, le quartier s'était transformé. On fermait les fenêtres à 20 heures. Les lampes ne s'éteignaient plus la nuit. Et surtout, plus personne ne parlait d'elle à haute voix. Même prononcer « le pagne rouge » devenait tabou. Comme si chaque syllabe risquait de la faire apparaître. Mais malgré toutes les précautions, les témoignages revenaient, toujours plus troublants. Une jeune fille, en visite chez sa tante, raconta avoir vu une femme debout dans l'angle d'un carrefour désert, immobile, la tête légèrement inclinée comme si elle écoutait quelque chose que les autres ne pouvaient ni pas entendre. Elle la fixa un instant, croyant à une mendiante, jusqu'à ce qu'elle remarque que l'ombre de la femme ne suivait pas ses mouvements. Elle restait figée alors que le corps bougeait lentement. C'est là que la jeune fille s'enfuit. Elle perdit l'usage de ses jambes 3 jours plus tard. Aujourd'hui, la rumeur dit qu'elle est toujours là, qu'elle n'appartient plus à un lieu, mais qu'elle se déplace selon le silence. Là où les gens parlent d'elle en cachette. Là où l'oubli se transforme en peur. Qu'elle peut apparaître à Bafoussam comme à Douala, à Yaoundé, à Abidjan, à Cotonou, dans n'importe quel quartier, n'importe quelle rue. Qu'elle entend tout. Que son pagne absorbe non seulement les âmes, mais les secrets. Elle est toujours seule, toujours tard dans la nuit, toujours enveloppée dans ce pagne rouge sang qui semble flotter derrière elle comme un voile funéraire vivant. On ne l'entend pas arriver. Ses pas ne résonnent pas. Même les chiens ne l'aboient pas. Mais quand elle passe, l'air change. Il devient plus froid, plus épais, plus lourd. On dit que même les lampadaires s'éteignent un à un sur son passage, que les vitres vibrent, que le silence lui-même tremble. Et si, par malheur, vous croisez son regard, ne parlez pas, ne criez pas, ne fuyez pas, car elle pourrait croire que vous êtes prêt à la suivre. Et une fois qu'on l'a suivie, on ne revient jamais.